Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Comme à l'accoutumée, le jeudi, l'enregistrement de cette émission qui va être diffusée en télévision vendredi à 20h, samedi à 18h et dimanche à 10h, entre autres. Bonsoir, Fred Lordino, comment ça va? Bonsoir, Mano, moi, c'est pas vrai, c'est... Moi, bien. Moi, mais fini. Non, c'est peut-être une mauvaise habitude que j'ai, c'est-à-dire que je suis gaucher. Donc, je commence toujours par les gens qui sont sur ma gauche. C'est simplement ça. Ouais. Donc, c'est pas par ordre d'importance. Voilà, c'est ça. Non, c'est tu pas... commences pas du plus intéressant au moins intéressant. Voilà. Non, ma taquine, non, tout le monde roulé. Moi, bien content comme moi là. Et puis, nous, et puis autres, bonsoir tout le monde qui a regardé, qui a écouté nous. Continuez à regarder Zouk TV, continuez à participer au débat. C'est une émission qui est ouverte et qui est transparent. Chaque monde a dit opinion et j'espère que nous allons passer un bon moment épisode. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir, Michel Branchi, le rédacteur en chef du journal Justice qui a 100 ans. Ça va mieux, 104, Michel? 104 ans. 104 ans, oui, c'est exact. Bon, ben, je suis très heureux aussi de participer à cette émission qui intéresse, d'après les échos que j'en reçois, qui intéresse beaucoup nos compatriotes et qui sont de plus en plus, d'ailleurs, exigeants sur son contenu. Bien, merci beaucoup. Je remarque qu'aujourd'hui, tu as une chemise manche courte. Oui, tout à fait. Tu as réussi à trouver la personne pour te repasser tes chemises, je pense. Tu avais lancé un appel. Est-ce que l'appel a été entendu? Non, pas cette semaine. mais tu as raison. Ça fait mieux d'avoir des manches longues. Frileux. Oui. Ça fait plus habillé. Ça fait plus habillé. Mais nous sommes dans un pays chaud. Hein? Oui. Donc on peut se mettre en petite chemise. Il y a la chemise veste caribéenne qui... Je ne sais pas si elle est toujours en usage, mais enfin, moi j'étais il y a quelques années à Trinidad, tout le monde a la chemise veste. Oui. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Bonsoir, Dany Chomé, ça va bien? En pleine forme. Je vois ça. Tu as passé de bonnes vacances? Oui, était bon. Le mois de juillet, c'était un vrai goulier. Le mois de mai. Le mois de mai. Manger bon petit crabe en famille, c'est des moments de réconfort et de retrouvailles, donc ça a bien passé. Donc heureux de retrouver le plateau, les camarades du plateau, et puis les équipes qui assurent la technique. Puis merci à toi, Mano. Merci beaucoup, Dany. Bonsoir Charles, merci d'être là une fois de plus avec nous. Merci beaucoup à toi, l'invitation, et je suis aujourd'hui, j'ai la joie d'être chroniqueur. Ce n'est pas bébé, c'est CC, Charles Chamas. Ça me permettra de donner quelques points de vue. Et puis, effectivement, on semble être sorti de la période difficile de la sécheresse, et donc on souhaite que ça continue, quoi. On semble, je dis bien, on semble. On souhaite que cela continue, voilà. Alors, tu parlais de bébé, de CC. Béatrice Bellé ne peut pas être sur le plateau parce qu'elle est sur une liste pour les élections européennes, et que, si elle continuait à venir sur le plateau, il aurait fallu qu'on invite tous les Martiniquais qui sont sur des listes. Donc voilà, il ne fallait pas. Elle est toute malheureuse, mais bon, il faut respecter la loi, hein, n'est-ce pas? Alors, avant qu'on rentre dans les sujets sérieux et difficiles peut-être, Grégory, on va vous passer une petite vidéo et vous allez me donner votre opinion là-dessus. On y va, Grégory. Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y a justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Vos Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait qu'appuyer ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, on n'a plus que notre colère pour le dire. Ce monsieur-là est en train de bousiller. Il s'en fout, la bienséance
bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Ces gens-là ne nous feront jamais baisser. Voilà, je rappelle que nous sommes à l'Assemblée nationale et que ce sont des députés français qui sont en train de s'invectiver l'un et l'autre, s'appeler pont, tout ça. Et je me dis, mais finalement, lorsque chez nous à la Martinique, une première vice-présidente de la région avait dit chien habillé en moune, c'était gentil ça, par rapport à ce que j'ai vu là. J'entends le monsieur dire qu'il ne me touchait pas, ne me poussait pas, on dirait qu'il voulait en venir aux mains. Est-ce que c'est ça, député, représenter la France, est-ce que c'est l'image que vous avez quand vous allez là-bas à l'Assemblée nationale? Parce que je suppose qu'un jour ou l'autre, vous allez postuler pour être député. Est-ce que c'est pour aller vous Tout battre ça comme pour ça? Une sorte de bonne conduite. Non, mais ça, enfin, ça vous a pas choqué de voir ça? Non, Non? non. Ah bon? Non, parce que dans l'histoire de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la première fois qu'il y a des accrochages sérieux entre députés. Mais ce qui m'intéresse, c'est la cause. Mm-hmm. La cause, c'est que... Donc il y avait un député LFI et l'autre, c'est le député des Français De l'étranger. de de l'étranger l'étranger. est un soutien inconditionnel Israël. de Netanyahou, c'est-à-dire du massacre des Palestiniens. Ok. Bon, c'est un provocateur. C'est lui le provocateur. Alors, le problème est le suivant. C'est que le député La France Insoumise a déployé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Bon. Il paraît que c'est interdit dans le règlement. Peut-être. Et ça a provoqué une réaction de tous les groupes en dehors de la gauche. Et de tous les groupes. Bon. Il se trouve que la même chose s'est produite en Allemagne et en Italie. Ça n'a pas provoqué ce tollé. Donc, en réalité, le problème, c'est qu'en France, dès qu'on soutient la cause palestinienne, on est taxé d'être un antisémite. Et par conséquent, je fais le lien avec la Kanaki. Pourquoi? Parce que la France reste un État colonialiste. Et que le problème de la Palestine, c'est un problème colonial. Voilà. Bien. D'abord, c'est désolant qu'en France, députés, même associations, partis politiques, qui a importé conflit israélo-palestinien en France. Pour moi, ça c'est l'erreur et ça pas bon pour le pays. Ça n'y a assez de conflits. Vieux porter conflit parce que en France, c'est le pays où il y a en très grosse communauté, moi je dit arabo-musulmane, et puis aussi en grande communauté de pratiquants du judaïsme, de juifs. Et ça, c'est un véritable problème spécifique pour la France. Et importer problème là en France, au moins c'est fait en l'erreur. Maintenant, on y a deux députés qui ont invectivé Koyo, dont il y a un lion de article là, M. Habib Meyer, qui c'est ami personnel de Benjamin Netanyahou, qui pour moi, alors qu'il est Premier ministre d'Israël, mais c'est un délinquant en col blanc. On a dit ça, donc après responsabilité moins. Il sera bientôt reçu par ton président français. Mais peut-être, ça dans pose un gros quelques problème. jours. Ça pose un gros problème parce que, comme il nous parlait de ça, Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, décidé qu'il y ait un mandat d'arrêt contre lui et ça pose un vrai problème diplomatique. N'empêche que jusqu'à maintenant, on s'en vient élu. On peut faire ça, on l'est élu. Et il y a un autre bagaille aussi, c'est que pour le moment, d'après ça, la majorité du peuple israélien qui soutient. Et si autres parmi là, il y en a parmi les autres, mes frères autres qui étaient otages, peut-être que les autres pas la même position que nous ni là à présent, que certains ne ni. Donc, moi, très prudent en les conflits là. Même si je considère qu'il y a un vrai génocide qui a fait alors qu'il est Gaza. Maintenant, pas de pièce de raison quand un député vini brandi en drapeau palestinien à l'Assemblée nationale française. D'ailleurs, il a appliqué les règles là, il a sanctionné. Il a la sanction la plus lourde. Ça n'a pas mené personne, ça n'a pas fait pièce cause avancée, ni la cause palestinienne, ni non plus
la lutte contre l'antisémitisme, parce qu'il y a ça aussi, il ne faut pas nous faire semblant que ça pourrait exister, il y a vrai en courant antisémite en France qui a manifesté de plus en plus, mais c'est même monde là, il n'y a pas un juif, mais il n'y a pas un nègre non plus. Bien. Dani? Ben, j'ai un point de vue plus nuancé sur l'affirmation concernant à propos d'avoir ou pas un drapeau. J'ai pu voir sur la toile qu'au lendemain de l'agression, certains diront justifiée ou pas, des Russes en Ukraine, pas le moindre des personnages, le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, a arboré sur ses épaules un drapeau ukrainien. Alors, cela me laisse perplexe parce que si on veut défendre les principes, il faut commencer par les défendre avec les personnes dont la responsabilité et la charge est la plus importante. Personne ne s'est offusqué de ce que M. Larcher, président du Sénat, deuxième personnage de l'État, aborde dans les coursives du Sénat un drapeau ukrainien. Alors, ça qui est bon pour Zoua, d'accord, il est bon pour Kanda. Et du coup, ça laisse penser quelque chose qui au fond, est le sens même du malaise mondial que génère ce conflit-là. Le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Comment on peut avoir donné effectivement un blanc-seing à un État Israël dans sa lutte contre le terrorisme, qui est légitime, sans fixer de cadre de son intervention qui fait qu'aujourd'hui, ni plus innocent qui est mort que de terroriste. Donc on ne peut pas évacuer cela au point qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir si on n'importe ou pas le conflit. On est quand même spectateur de cela et citoyen du monde. Alors soit la France est une grande puissance et il appartient à ses dirigeants politiques sur des questions comme ça de prendre position, et je pense que cela l'honore de le faire, ou soit on considère que parce qu'il y a une communauté musulmane, maghrébin et d'origine juive, il faudrait éviter de prendre position pour ne pas crisper, on va dire, les communautés du territoire. Mais ce n'est pas ça le sujet. Il faut être sur les principes, la justice. Il y a un droit international qui parle. L'occupation d'Israël en Cisjordanie est illégale. Comment traite-t-on cela quand la Russie envahit l'Ukraine, qui est une agression armée? Tout le monde est unanime pour dire que faut que les moyens de défendre quoi. Au point que je dis, les Américains qui réfléchissent pour ça, qui m'ont quitté ces Ukrainiens, ces visas-là pour aller taper la Russie en Russie. Alors je ne suis pas en train de légitimer les modes d'action violents et aveugles de groupes armés qui sont davantage des groupes parfois que l'on peut taxer de terroristes, mais on ne peut pas accepter cette situation d'occupation. La Cisjordanie n'est pas la Cisjordanie, c'est la Palestine occupée. Il y a trois pays qui reconnaissent l'État palestinien. Trois pays supplémentaires. Et quand moi je vois l'interview de Benjamin Netanyahu qui considère que la question de la reconnaissance de l'État palestinien n'est pas un sujet, j'ai envie de dire que finalement on laisse les pires acteurs face à face. Les suppôts de ce député qui est lié à l'extrême droite israélienne, qui est suprémaciste et raciste. Il faut le dire, hein, l'extrême droite en Israël, c'est pas Marine Le Pen, c'est Pipicha à côté. Hein. On parle de gens qui sont des extrémistes suprémacistes et racistes. Et face à des terroristes. Alors je pense qu'il y a une voix modérée dans le monde arabe qui peut faire la démonstration qu'on peut effectivement avoir des voies de raison qui s'appuient sur le droit international et le respect entre tous les peuples, qu'ils soient israéliens ou qu'ils soient palestiniens. Ok, merci Dani. Charles? Pour continuer dans ce qui vient d'être dit, surtout que Benjamin Netanyahu a tenu la main au Hamas pendant très longtemps parce qu'il voulait contrer le Fatah de Yasser Arafat. Et c'est ainsi qu'il privilégiait un partenariat avec son pire ennemi de manière à discréditer la solution politique qui était proposée par le Fatah. Et pour poursuivre ce que disait Daniel à propos du droit international, j'ai envie de dire le droit international de l'homme blanc. Dès lors qu'il y a des principes sacrés qui doivent être appliqués au peuple, un petit peu basané, j'ai une citation, bon, je ne peux pas m'empêcher de la lire. Je vais laisser Dani nommer l'auteur de cette citation-là. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale et du génocide. Hein.
le monsieur. Ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont on ne relevait jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique. Dixit Aimé Césaire. Discours sur le colonialisme. Aimé Césaire, 1950. Voilà. Et donc, ce qu'il dit... Il était communiste à l'époque. Ce qu'il dit... Et voilà, je tire la couverture à moi. Ce qu'il dit là, c'est exactement ce que je... n'a pas de couleur. C'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Le droit international, c'est un principe de justice. Le droit, c'est le respect de la loi. C'est appliquer les règles. Or, il y a un État agresseur et colonialiste qui se comporte comme ça depuis les années 60. Et j'ai envie de dire aussi, pourquoi tout cela, Michel a rappelé le contexte. C'est parce qu'Emmanuel Macron a commencé à parler de la possibilité de la création d'un État palestinien. L'État palestinien, aujourd'hui, c'est un tout petit territoire. L'État palestinien, aujourd'hui, qui a des colons hein, qui sont des juifs hein, qui sont en Palestine, mais il y a un État israélien dans lequel il y a des Arabes israéliens qui vivent en Israël. Donc on voit bien que la situation est tellement inextricable du point de vue social, du point de vue religieux, du point de vue politique, que les problèmes ne sont pas simples. Aucun problème n'est simple. Mais celui-là est tellement complexe que ça s'enflamme et que ça s'empoigne. Et j'ai envie de dire, la solution, bien évidemment, qu'elle va se faire, elle va se trouver par la raison. Je crois très sincèrement que la solution, ça sera 2 États. Mais est-ce que ça sera 2 États binationaux? Il faut se poser la question. En tout cas, après ces tragédies, après ce parcours de lutte, d'assassinat, etc., on ne va pas compter. Tous les morts sont regrettables. Que ce soit les 1200 qui ont été tués par le Hamas, qui est un groupe terroriste, que ce soit les 40 000 qui ont été bombardés et génocidés par Tsahal, tous les morts sont regrettables. Maintenant, après tout cela, et les rancœurs, et les rancunes, et la mémoire, comment va-t-on faire pour revenir à une table de négociation de manière à reconstruire un futur commun? Parce que c'est ça aussi, le futur commun. Et aujourd'hui, on voit très bien que le monde se déchire autour de ce conflit-là. On voit très bien que la Chine est en train de se rapprocher des pays arabes. Très clairement. On voit qu'aujourd'hui, le Turc, Erdogan, a très clairement condamné le traitement des Gazaouis par Netanyahou. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle le Sud global, hein, ce que les Russes appellent le Sud global, c'est-à-dire la grande majorité du monde qui possède toutes les richesses, toutes les ressources minérales, toutes les ressources pétrolières, qui sont en train de se solidariser avec les plus faibles. Et puis de l'autre côté, on a les Occidentaux, ceux qui dirigent, entre guillemets, les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, etc., le Conseil de sécurité de l'ONU, et qui soutiennent une politique inadmissible, parce que incomprise, y compris par le peuple, par les peuples des populations de ces 10 pays. Mais le président turc a dit hier soir, je crois en tout cas hier, il a vraiment bombardé l'ONU en disant qu'ils n'ont même pas été capables de sauvegarder parce qu'il y a eu des gens de l'ONU qui ont été tués. Tout à fait. Donc, plusieurs dizaines. Il les a vraiment... il a été dur hier soir par rapport à l'ONU. Il ne comprend pas. Plusieurs dizaines. Donc voilà. Alors, bon, maintenant, que les députés s'écharpent, bon, on a tous du sang qui coule dans nos veines. C'est dommage. Moi, je n'aime pas cette vision de la politique-là. Je préfère une discussion raisonnable. Mais à ce niveau, à ce stade-là, très franchement, au niveau des atrocités commises, je ne sais pas comment ces deux peuples-là se réconcilieront. Très bien. Alors, nous allons dire quelques mots aussi sur les élections européennes. C'est pour ce que je disais, Bébé n'est pas là parce qu'elle est sur une liste. Et puis, avoir votre avis très rapide sur ça, sur les élections européennes. Bardella, loin devant, suivi par le Parti socialiste, je crois. Non, Renaissance. Par Renaissance. Oui, Renaissance. Parti socialiste. Après, c'est la place publique, Parti socialiste. Marine Le Pen. Non, Bardella, c'est Marine Le Pen. Non, pas Marine Le Pen, attends. Marion Maréchal, voilà. Marion Maréchal. Suivi de ça, est-ce que ces deux-là vont s'allier? C'est-à-dire Marine Le Pen avec sa nièce. S'ils font ça, ils ont déjà gagné beaucoup. Non, mais c'est un scrutin, un tour. Hein. Le seul tour. C'est un tour.
Donc, ah oui, donc il n'y a pas d'alliance possible, c'est vrai. Mais ils peuvent s'allier au Parlement. Oui, au Parlement. Au Parlement et pour les présidentielles. Oui. Alors, mais je voulais continuer parce que Bardella dit que si il gagne cette élection-là, il faudrait que Macron démissionne. En quoi l'élection européenne ferait qu'on démissionne, on fasse démissionner le président français ou encore l'Assemblée nationale soit dissoute? Parce que... En fait c'est un jeu politique, puisque j'ai regardé avec... je me suis infligé ça. Hein. Je me suis infligé de regarder son slogan. Et en fait, il fait de cette élection européenne un vote anti-Macron. Il dit, si vous voulez lutter contre Macron, votez Front National. Alors, bon, moi, je dis, il y a une liste de gauche. Si on veut voter contre Macron, il peut voter Parti Socialiste. Il y a une bagaille pour faire, parce que pour moi, le cancer, c'est justement les idées de l'extrême. Qu'elles soient en France, en Israël ou ailleurs, l'extrême droite, de manière générale, consubstantielle, est pour moi le danger. Et je dis à nos concitoyens martiniquais que l'extrême droite, un jour, en France, aux affaires, n'aura pas les mêmes conséquences pour, on va dire, un concitoyen non blanc que ceux qui le sont. Donc, allons pas se tromper de cible. Alors oui, Bardella fait ça, pourquoi ? Parce qu'il veut vraiment polariser l'élection entre le Front National et les acteurs au pouvoir aujourd'hui, considérant qu'aujourd'hui la tête de liste de Renaissance est tellement peu visible qu'elle est suppléée par des interventions du président de la République. Alors, et du Premier ministre. Et du Premier ministre. Alors la règle dans la Ve République, c'est que le président de la République doit rester le président de tous les Français. D'accord ? Y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et dès lors qu'il descend dans l'arène, ce qu'il fait, Bardella dit, mais si tu descends dans l'arène et que tu prends une calotte, tu dois partir. Donc c'est un jeu politique. Et Macron, voyant que sa liste est en panne, descend dans l'arène, propose même un débat, c'est assez... Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui n'est pas candidate. Hein. Donc, et Bardella, bien tactiquement, joue comme ça. Mais il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, le danger, c'est les extrêmes droites françaises ou européennes, qui sont dans des logiques qui sont des logiques, à mon avis, d'anti-développement, et puis du point de vue des principes et des valeurs morales totalement contestables. Nous avons ça qui a passé Martinique. Généralement, il y a une grosse abstention, mais il y a l'autre partie de la gauche martiniquaise, la gauche Joldou, qui a mangé l'argent de l'Europe là, puisque l'Europe, quand même, a versé un gros bâtiment de l'argent pour nous Martiniquais, et puis il n'a pas fait campagne. Le même cadeau, ça n'a pas intéressé. On ne peut pas attendre les pièces. Pays non plus, on ne peut pas attendre les pièces. Je ne peux pas attendre non plus tellement la Martinique ensemble. Le PPM, il fait un petit communiqué qui est assez comique. On ne peut pas même savoir qui est vraiment voté lorsqu'il dit communiqué. Donc, ni un bagage qui est quand même intéressant, c'est dire qui est voté taux d'abstention, qui est record, hélas. L'élection qu'on a faite quand même le samedi 8 juin, il faut que je dise ça, sans sujet déterminant, et ça a fait rigoler. En même temps, le président du conseil exécutif qui a sorti un article pour dire oui, il faut mobiliser comme nous pour le posséder, pour changer les règles, mais c'était l'occasion d'y faire un vrai bilan sur les fonds européens. Qui qui a touché l'argent? Pour qui il y a des difficultés comme ça pour ces petites entreprises-là de les fonds européens? Pour qui il n'a pas servi les fonds Jérémy qui là pour aider les petites entreprises? C'est ça qui est vrai débat. Oh, pas ni débat, et puis, bon, nous avons une abstention, mais j'espère que les Martiniquais suivent ces débats quand même, la télé, ou bien aussi un débat parmi nous, il pas trop tard, Zouk TV, parce que le seul Martiniquais qui est en position pour être élu, c'est Max Orville. C'est-à-dire que c'est lui seulement qui a une chance d'être élu en tant que Martiniquais. Sur la liste Renaissance. Et comme sur la liste Renaissance. Et comme slogan moins, c'est Martinique devant, d'abord, je regarde l'intérêt Martinique, eh bien, je dis, moi-même, chaque monde qui fait ça, mais moi qui ai voté par Max Orville. Très bien. Michel? Oui, alors, je parle de ta question. C'est évident que le Front National essaie de faire sanctionner la politique du pouvoir actuel. Macron, Attal. Bon. Et donc, il se sert des frustrations, des difficultés, de la crise du pouvoir d'achat. La préoccupation principale des Français à l'heure actuelle, ça reste le pouvoir d'achat. Bon. Donc, à partir de là, il essaie d'exploiter ça. Mais, vous savez, ça nous ramène à 1933. 1933,
Hitler a été élu en utilisant, il y avait la crise, des millions de chômeurs, et puis surtout la répulsion des Allemands à l'égard de ce qu'on appelait à l'époque la République de Weimar, c'est-à-dire la corruption des hommes politiques, des dirigeants politiques de l'Allemagne de l'époque. Bon. Et par conséquent, sans compter la division de la gauche, il y avait un parti communiste allemand très fort avec un parti social-démocrate qui ne se sont pas entendus. Et Hitler a été élu. Et les Allemands se sont dit, bon, on nous baille, hein, comme on dit beaucoup de Martiniquais, on nous baille, fait un petit coup. Bon, eh bien non, justement. Je rejoins ce que disait tout à l'heure David Toumet. Non. Le problème, c'est que, en plus, comme nous sommes dans cette république des gens ayant une ethnie différente de l'ethnie majoritaire du pays qui nous domine, eh bien, le fait certain, c'est que nous allons éprouver ce que c'est que le racisme, la discrimination, n'est-ce pas? Yeah. Donc, alors, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la visibilité. La Martinique a des intérêts propres à défendre. Et les régions ultra-périphériques, on a parlé des fonds européens, il faut obtenir la simplification de l'accès aux fonds européens. Bon. Et enfin, il faut obtenir la défense de la production martiniquaise, en particulier, je cite un chiffre, l'Europe, en 2022, l'Europe a exporté en Martinique pour 329 millions d'euros et elle n'a acheté à la Martinique que pour 5,5 millions d'euros. Autrement dit, les fonds européens ne compensent même pas le bénéfice que l'Europe réalise dans ses échanges commerciaux avec nous. Bien, on va parler de ça justement. Alors, oui. Deux mots, je souscris à ce qui a été dit. Bon, Bardella, il a effectivement joué fin. Visiblement, c'est un stratège. Macron ne doit pas participer à l'élection, à la campagne. Mais Macron s'affiche, donc Bardella lui tape dessus. C'est tout à fait légitime. Je souhaiterais dire, bon, pas de catastrophisme, parce que, bon, on a compté, enfin, les estimations montrent qu'il y a à peu près 735 députés européens. Si les sondages d'intention de vote sont proches de la vérité, on estime qu'il y aura à peu près 200 à 220 députés d'extrême droite. Et dans ces députés d'extrême droite-là, il y a deux branches. Il y a les conservateurs réformistes, qui ne sont pas contre véritablement l'Europe. Et puis, il y a par contre les identitaires qui sont par contre plus frileux vis-à-vis de l'idée européiste. Et je nomme les pays aujourd'hui qui sont gangrénés par l'extrême droite. Il y a l'Italie, il y a les Pays-Bas, il y a la Hongrie avec Orban, il y a la Finlande qui est dans le gouvernement mais qui ne dirige pas le gouvernement. Et puis il y a la Suède, l'extrême droite ne fait pas partie du gouvernement, mais ça bouge. Mais soutient le gouvernement. Donc on voit bien. Il n'y avait pas aussi l'Autriche l'Autriche, je t'avoue que peut-être de droite, mais je ne me rappelle pas pour l'Autriche. Ceci étant dit, pour revenir à ce que Michel disait à propos de 1933, on n'a pas vu venir le danger. Il y avait effectivement deux gauches qui s'opposaient. Plutôt que de s'associer, elles ont voulu jouer en solo, et puis Hitler a remporté les élections. On a constaté que si les deux gauches s'étaient cumulées, eh bien, il remportait devant Hitler, et ça a causé la mort de 50 millions de personnes. Et donc, aujourd'hui, la tendance qui est mondialiste fatigue les peuples. Et je crois très franchement que la politique, c'est comme un balancier. Quand on lance le balancier, à un moment donné, il revient. Il y a eu tellement de dilution, il y a eu tellement d'abandon, j'ai envie de dire, de pouvoirs locaux, en fait, qu'aujourd'hui, les aspirations européennes qui ont quand même amené la paix en Europe, ça fait depuis 1945 qu'il n'y a pas eu de guerre, je dis de guerre mondiale, même s'il y a eu des guerres régionales, eh bien, on oublie ça, et aujourd'hui, les peuples aspirent à redevenir des peuples parce que la pesanteur des règlements européens est parfois lourde. Je vais donner un exemple. Savez-vous qu'il y a une couleur de jaune, la couleur yellow de jaune,
quitte est attribué à la banane qu'on vend en Europe. C'est-à-dire que si la banane est un petit peu trop verte ou un petit peu trop jaune, eh bien, ça ne passe pas parce qu'il y a une couleur de... Enfin, on ne peut pas réglementer, on ne peut pas légiférer sur des aspects aussi futiles. Et ça, à un moment donné, eh bien, les règlements, ils s'empilent, ils fatiguent les populations. Mano, si tu permets, juste une remarque. J'ai regardé, on a tous fait au moins un peu, les débats sur l'Europe. As-tu observé l'âge des têtes de liste? Ah ouais. 25 ans, 26 ans, 30 ans, 32 ans. Glucksmann, 44 ans, a des allures de patriarche. Je vois au moins dans cet épisode-là quelque chose qui est la preuve d'une vitalité démocratique. Et je pense que nous qui regardons tout de loin, peut-être que nous pourrions nous inspirer de cela et voir que la question de la responsabilité, de la qualité n'a pas besoin d'attendre qu'on ait des cheveux blancs ou la barbe blanche. C'est un message. Non, j'ai été extrêmement frappé de voir que des gens qui sont des têtes de liste dans des sujets qui sont aussi importants qu'on parle de défense européenne, de droits sociaux européens. Oui, non, mais est-ce que ce que tu viens de dire, ce message pour nos élus martiniquais? C'est clair que quand on regarde les plateaux, etc., l'âge moyen de notre... on va dire, personnel politique. De notre personnel politique, on est aux antipodes de ça. Et je pense qu'il y a aussi cela à observer. Je pense qu'il y a quand même des leçons à en tirer. Cependant, je voulais dire, pour Marine Le Pen, on a tous été surpris aux dernières élections à la Martinique. Donc, c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné. Et même en France, non, mais c'est vrai. On voit le résultat des... Mais justement, exemple la PG en 2027, et je pense que c'est responsabilité Emmanuel Macron d'y engager quoi en combat contre l'extrême droite. Parce que ça bien belle dit oui, qui ça, il peut pas marcher, mais comment on peut mener un combat contre l'extrême droite? Et moi, je vais parler là. Moi, très clair, c'est que moi, toujours dit tout le temps que l'extrême droite devant Macron, je vais voter. Et c'est ça, moi, fait. Et le problème là, c'est que ou tenir un président socialiste qui n'a pas même arrivé présenter quand il y a tellement de division en disant quand il est là. Donc, c'est lui qui fait le jeu en quelque part de l'extrême droite. Il n'a pas même arrivé première fois sous la 5e République que le président sortant n'a pas même été en capacité d'y virer présenter quoi. Tu parles de François Hollande. François Hollande. Vous savez qu'on a vendu son scooter dernièrement. Oui, on a vendu 20 000 €, là, le scooter de l'amour. Oui, le scooter de l'amour. Le fameux scooter. On va le dire, puis je dis, mais bon, moi bien, mais quand même. Mais, vous savez, mais gauche là, vous savez. C'est pas vrai, c'est plutôt gauche là, vous savez que là, il n'y a pas qu'à bader des ambitions et puis il n'y a pas de ça qu'il a fait. Monsieur Valls qui était Premier ministre. Il y a 2 mois avant, le mandat a fini. Il votait en loi sur l'égalité réelle, mais pas un sentiment loi n'a pas financé. Donc, comment il y a accepté qu'un socialiste qui a venu 10 mois à présent, vous savez, il faut défendre qui ça, les principes. Mais les autres, là, pas fait. Henri Nallet fini mort là, ministre des Agriculteurs. Enfin, à son âme, il est mort, un homme. Il est en masse des socialistes. Moi, j'ai écrit ça dans ce rapport-là. Je dis comme ça, chlordécone, c'est dans la presse que je apprends que chlordécone existait. Ça match dans ce rapport-là. Il était ministre socialiste. Donc, là où ça vient certaines gauches qui viennent faire leçon bas monde, on va dire, balayez devant la porte caillou. Bien, alors, les territoires d'outre-mer. Bon, en tout cas, très rapidement, vas-y, il faut qu'on passe à autre chose. J'ai oublié de dire quand même que dans la gauche, c'est le Parti communiste. Oui. Et nous avons un candidat qui défend cette idée que nous avons des intérêts à défendre. C'est notre camarade de Max, Louis Thérèse, qui est ici, là. Voilà. Oui, le Parti communiste, d'ailleurs, ils sont à 0, quelque chose, là, pour les résultats. Non. Ils sont à 3%. 3%, 2%. Non. Ils sont aux alentours entre 3 et 4%. D'accord, très bien. Et ce qu'ils essaient d'obtenir, c'est de dépasser la barre des 5%. Des 5%. Avec une jeune tête de liste de 25 ans. Bon. D'accord. Et un jeune tu as parlé d'un jeune, mais Léon Desfontaines, le tête de liste du PCF, est un type effectivement relativement jeune. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Alors, nous allons parler maintenant, rapidement, les territoires d'outre-mer sont-ils des points économiques pour la France? Lorsqu'on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, j'ai dit ça l'autre jour, les Bab Camarado prix d'IFE aux États, mais est-ce qu'on peut se dire que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie peut se produire ici? Est-ce que c'est un parallèle faisable ou pas?
J'ai peut-être exagéré, mais bon, on va rester à la question. Alors, les territoires d'outre-mer sont-ils des poids économiques pour la France? Qu'est-ce qui se lance? Ok, vas-y. Moi, je peux me lancer, mais je vais faire un plaidoyer. J'ai prévu quelque chose, donc pardonnez-moi, chers téléspectateurs de Lyon. 12 territoires, 4% de la population française, 2,5% du PIB. C'est à peu près ça, hein, c'est-à-dire 6 milliards. S'il y a 2200 milliards de PIB français, il y a environ 6 milliards qui proviennent des territoires, des pays des océans. Voilà. 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, qui place la France en deuxième position derrière les États-Unis. Donc l'économie bleue, le transport maritime, l'économie portuaire, la pêche, la plaisance, l'aquaculture, les forces, l'écologie. 80% de la biodiversité se trouve dans les territoires, les pays des océans. 80% de la biodiversité. Autrement dit, tout ce que la France compte comme richesse biologique, écologique, faunistique, floristique, 80%, c'est dans les territoires. Les champignons, ce dont qu'on utilise pour les produits pharmaceutiques, c'est dans nos territoires. Je poursuis très rapidement. La Guyane est à proximité de l'équateur. Pour lancer un satellite, ça coûte nettement moins cher de lancer un satellite depuis l'équateur. Le physicien qui est à côté de moi va l'expliquer, puisque la rotation de la Terre permet à la fusée de s'extraire de l'attractivité terrestre beaucoup plus facilement. Le bilan carbone, marché des quotas de production, c'est-à-dire que quand la France a la forêt amazonienne guyanaise, qui, avec les océans aussi, ramasse le carbone produit par les usines françaises, eh bien, c'est intéressant aussi du point de vue du bilan carbone de la France pour permettre à celle-ci de produire en toute quiétude, de faire fonctionner ses usines et produire de la fumée. Je vais aller très vite. Canne à sucre en Martinique, Guadeloupe, pêche dans l'océan Indien, nickel en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, tourisme en Polynésie, dans les Antilles, richesse concernant les ressources fossiles, principalement utilisées dans l'industrie française. Aujourd'hui, ces ressources fossiles-là sont en train de s'épuiser. Il faut trouver d'autres formes de ressources énergétiques. Quoi d'autre que l'éolien et que surtout des panneaux photovoltaïques solaires. Et où est-ce qu'il y a le plus de soleil? Bien évidemment, dans le milieu intertropical. Et je finirai en disant que l'économie circulaire, nous sommes un laboratoire en termes d'économie, c'est-à-dire de recyclage des productions faites sur le territoire et puis de la consommation faite sur le territoire, de manière à réutiliser ces produits quand ils sont décomposés, par exemple le plastique recyclé, etc. Et donc, les petits territoires comme nous sont des laboratoires à ciel ouvert pour un grand pays comme la France, de manière à voir ce qui marche effectivement ou ce qui ne marche pas. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a du point de vue géopolitique, les crises qu'on connaît, avec le réchauffement climatique, avec le coût du transport, le kilomètre alimentaire, notamment pour l'importation de produits, etc., on va se rapprocher, d'autres n'y croient pas, mais j'y crois très franchement, on va se rapprocher de ce qu'on appelle la démondialisation. Aujourd'hui, les économies vont se renfermer sur elles-mêmes parce qu'il n'y a pas possibilité de faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, à grande échelle, ça ne marche plus. Et puis ça pollue trop. Et donc, se rapprocher sur les petits territoires et se reconcentrer de manière efficace et efficiente sur les territoires, c'est le propre déjà de beaucoup de territoires hexagonaux. Beaucoup de territoires hexagonaux veulent consommer local, même s'ils sont en France. Eh bien, les pays des océans sont à ce titre des laboratoires pour expérimenter des choses de manière à voir comment ça fonctionne ici, à petite échelle, pour réappliquer des formules à plus grande échelle. Voilà. Dany ? Enfin, je reprends à mon compte tout ce qu'a dit Charles concernant, on va dire, le potentiel. Et ce qu'on peut renvoyer à ça, c'est que malgré ça, c'est près de 30% de personnes sous le seuil de pauvreté en Martinique, pour ne parler que de ça, des transferts sociaux importants, d'où ce discours un peu nauséabond sur les danseuses de la République. Vous coûtez beaucoup de fric et vous ne rapportez pas grand-chose. Moi, je suis assez en rupture avec ce genre d'approche-là, et je partage à la fois l'enthousiasme de Charles à déployer ce que, on va dire, les Outre-mer sont une ouverture de la France sur le monde, au-delà des questions d'argent, on peut parler d'émissaires, donc il y a aussi la contribution immatérielle, culturelle, d'accord, CASAP, c'est aussi les Outre-mer, il n'y a pas que ça.
Mais en même temps, de dire que si nous avons toutes ces ressources-là, il nous appartient, nous avons aussi une responsabilité à mieux les valoriser. Nous sommes un hotspot de biodiversité, 80% de notre biodiversité. Nous valorisons très peu notre biodiversité. Si je regarde l'état des sentiers de la Martinique, sur les 34 qui sont inscrits à ce qu'on appelle le PDIPR, le plan l'ancien plan départemental des itinéraires de randonnée, je crois qu'il y a à peine 6 qui sont en état. On avait une réserve marine régionale à Génipa. On a pris tellement de temps pour faire l'enquête publique qu'aujourd'hui, il faut relancer l'enquête publique 10 ans après. On a une réserve marine aux pêcheurs qui est validée depuis 2015. On avait versé 500 000 € PNRM à cette époque-là. Jusqu'à présent, il n'y a pas un panneau pour signaliser cette réserve marine régionale. Donc oui, nous sommes des hotspots de biodiversité. Nous avons des gisements d'emploi, de ressources et d'attractivité. Et c'est un peu ça qui fait sans doute la frustration de certains et qu'on se donne parfois, on donne le sentiment d'être incapable de valoriser cela. On a la chance d'avoir à disposition des éoliennes, mais pour l'instant, le 3e parc d'éolien, il est stocké sur le port de Fort-de-France, alors que le coût de la facture énergétique, puisque vous ne permettez pas les chiffres-là, le coût de la facture énergétique, c'est 400 millions d'euros par an. Pour la seule Martinique, pour brûler du carbone. Ça veut dire que la France, tous les Français payent 400 millions d'euros par an pour que nous, Martiniquais, nous puissions vivre avec l'électricité à ce prix-là. Cela ne va pas durer éternellement. À un moment donné, il faudra bien réussir la transition énergétique. On a fait des progrès, on a fait Albioma, que certains ont combattu, maintenant tout le monde est d'accord, et puis on a fait les éoliennes, il faut aller plus loin. Donc, j'ai envie de dire, oui, il faut sortir de cette logique-là, mais il ne faut pas non plus se contenter de bomber le torse et dire nous. Il faut certes identifier les pistes. Moi, je crois beaucoup à la valorisation du territoire sur la question des ressources naturelles, notre énergie, notre eau, qui est une eau de qualité que l'on pourrait revendre, mais en condition de bien la collecter, la traiter et la déployer. Puis déjà, donner en donnant Martiniquais, mais il y en a suffisamment. Et déployer de vrais savoir-faire. Et ça, de ce point de vue, je trouve qu'il y a quelques défaillances et c'est peut-être ce qui fait certains, de manière assez cynique, préférer ignorer toutes les contributions que les Outre-mer leur portent et y voir simplement le coût de la contribution sociale. Très bien. Oui. Alors, question intéressante, c'est une émission, mais bon, nous allons effleurer aujourd'hui. La question, c'est les territoires d'outre-mer sont-ils des poids économiques pour la France? Clairement, c'est non. Bon, tout président qui passait dans la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, toute la a dit que les Antilles, les Outre-mer, c'est un atout, c'est pour la France et pour l'Europe. C'est une chance, c'est pas même employer le mot chance. Donc, discussion à la limite, bon, nous pouvons continuer, tu ne peux pas chiffrer, mais la réalité, c'est que nous avons une dépendance terrible. C'est bien la France qui a payé pour l'électricité à Banou. C'est bien la France qui a fait nous 2 mois stock de manger. Moi, pas à côté de l'opier banane qui pour moi, a fait partie d'un stock, là, itinéraire, mais bon, c'est pour l'exportation. Mais dans 2 mois, si bateau va arriver, qu'il y a un genre de guerre civile ici, ce qui peut être fait de notre côté aussi en Nouvelle-Calédonie. Bref. Mais, question plus intéressante pour moi, c'est dit que, ouais, comment nous considérer comme nous, mais comment surtout l'autre cas, nous. Fanon. Introduction à peau noire et masque blanc. Enfin, nous avons 100 ans de naissance l'année prochaine. Mais j'espère pouvoir la en place là. Il y a un lobby et l'autonomie. Nous avons en grande discussion, en grande promotion des idées de Fanon, qui c'est pour moi le plus grand révolutionnaire, nègre, et puis Césaire du XXe siècle. Fanon, cadeau. Ah oui, il faut qu'il lit, il faut qu'il lit. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a 2 camps, le blanc, le noir. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Donc, non, c'est un docteur, c'est pas ni Jean-Paul Fanon, pas Jean-Paul Fanon, Géoyat Martinique, mais je me rappelle du docteur Fanon, psychiatre. Jean-Luc Fanon, voilà, qui a fait un beau travail. Mais là, nous allons parler de France. Ça y est, de France. Nous verrons au cours de cet ouvrage s'élaborer un essai de compréhension
du rapport noir-blanc. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Nous essaierons de déterminer les tendances de ce double narcissisme et les motivations auxquelles il renvoie. Ouais, l'obéita nous là, il est rentré dans querelle de blanc nègre matinique. En l'autre, regardez ça, des petits comiques RVN qui comprennent que yoke bénin pays à côté, dans fausse piste là, au contraire yoka terre nous. Et moi dit, en théorie, on laisse ça, ça vaut ce que ça vaut. Et moi dit ça ici. Le processus d'indépendance sera fondamentalement pour moi un processus exogène à la Martinique. Ce n'est pas nous qui demandons, mais c'est justement ces Européens qui, dans un contexte de rassembler dans l'Europe forteresse, qui dit ça qui pas qu'à partager culture nous et ça nous l'est comme mode de vie, sorti des rois. Et il y a des gens qui ont fini en ça. Il y a des gens, ça vous pouvez oui, mais vous savez, vous commencez à lire, vous pouvez oui, il y a des gens qui ont prôné ça, c'est Marine Le Pen et puis Bardella. Mais moi, ça, les compatriotes voter au présidentiel massivement. Parce que ces gens-là, en fond doc, manier du royaume. Les Martiniquais, les Antillais, c'est ça, en auteur crié ça, c'est la figure emblématique de la paresse pour ces gens-là. Des assistés, des parasites, des cas sociaux, des doucinets qui vivent en l'aide de la France. Et ces gens-là qui véhiculent un discours dangereux pour nous. C'est-à-dire, ils ont dit, Messieurs, messieurs, yo là, c'est, ils ont montré comment il y a l'assistanat sans bail qui est immoral. Mais c'est pour ça qu'on pose la question. Donc, je vais terminer avec ça. Et c'est pour qui, moi, qui pense, puis d'autres monde, qu'il faut nous, oui, travail là, mais c'est ce qu'on fait sur la dignité par le travail. La chance de la Martinique, c'est le travail des Martiniquais. Il faut nous virer, river, trouver collectivement le goût de l'effort et du travail. Parce que ces gens-là, ils ont un objectif, c'est d'y mettre nous dehors. Bien. Mais, enfin bon, on va... Oui, Michel. Je trouve extraordinaire qu'on puisse faire appel à Césaire et à Fanon en leur faisant dire le contraire de ce qu'ils disent. Libérez-vous. Fanon s'est battu pour la libération des peuples colonisés. Et il a donné sa vie pour la décolonisation de l'Algérie, qui se trouve dans une situation qui ressemble à celle de la Kanaki d'ailleurs. Bien. Alors moi, je souscris tout à fait à ce qu'a rappelé Chamas sur l'importance de l'outre-mer pour la France et l'Europe. Je veux simplement... J'ai retrouvé un schéma qui a été élaboré par un économiste, en tant qu'économiste, qui s'appelait Olivier Sudry. Olivier Sudry a été missionné par la Chambre de commerce il y a quelques années, qui voulait défendre la défiscalisation. Et précisément, à l'époque, des gouvernements de droite disaient que la défiscalisation coûtait cher à la France parce que c'était moins d'impôts qui étaient perçus par le Trésor français. Et Olivier Sudry a démontré le contraire. Alors, j'ai là un petit schéma. Bon, eh bien, ce schéma, alors le premier schéma, c'est la dépense publique de 1 euro. 1 euro, la valeur ajoutée, c'est 1,46 €, les prélèvements, c'est 0,59 €. Demande de produits métropolitains, 0,34, valeur ajoutée 0,46, prélèvement obligatoire 0,21, total des prélèvements obligatoires 0,80. Autrement dit, il n'y a que sur 1 euro que 0,80 qui coûte à la France. OK? Premier truc. Deuxième schéma, qui est beaucoup plus parlant. J'ai parlé tout à l'heure des importations. La demande martiniquaise. La demande martiniquaise, on peut multiplier ça, guadeloupéenne, etc. Bon. Les importations, je donne le chiffre. Les importations, c'est 2,9 milliards aujourd'hui. Ça va en France, demande de produits français. Couche bébé, rasoir,
etc., vous pouvez compter le nombre de produits martiniquais dans un hypermarché. Production, ça se traduit, cette demande se traduit en production métropolitaine. Mais surtout, ça crée de la valeur ajoutée. Ce que les économistes, ça crée. C'est-à-dire que pour produire, on embauche, on donne des emplois, on donne de la technologie. Et ensuite, ces entreprises subissent des impôts, des prélèvements obligatoires. Autrement dit, l'existence de sommes qui sont données. Alors, les sommes qui sont données, bon, je donne les chiffres pour que la réflexion de nos auditeurs. Ok, bon. En gros, en 2023, le budget ce que la Martinique reçoit de la France, c'est 2,6 milliards. Ce que la Martinique importe, c'est 2,7 milliards. Voilà. Donc, autrement dit, suivant le schéma de cet économiste, un économiste de droite, hein, c'est un professeur d'université à Versailles, qui a produit ce raisonnement pour défendre la défiscalisation. Il dit voilà, eh bien, les prélèvements obligatoires que ça crée, et par conséquent, la Martinique n'est pas un poids mort pour la France, voilà, du point de vue économique. Très bien. Et concernant les histoires de la Kanaki, est-ce que vous pensez que les choses vont s'arrêter là? Comment vous voyez la suite là, pour l'affaire Kanaki? Je sais que sur ça, Fred a des positions divergentes des nôtres, mais encore une fois, on en discutait en aparté avant l'émission. C'est l'histoire d'un peuple colonisé. Alors, tu faisais le parallèle entre la Martinique, la France et la Kanaki. Bon, Bétiap et d'où il vivait, et puis où il vivait avant. C'est pas ça l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est un peuple autochtone qui a été envahi tardivement, qu'on a paroqué avec des mesures extrêmement brutales pour le priver de sa ressource, de sa terre et de sa richesse, et que ce n'est que tardivement qu'il est sorti du statut de l'indigénat. C'est ça la réalité de la Kanaki. Et que même si la France a des beaux principes, extrêmement généraux et généreux, ils se sont appliqués de manière, avec des géométries et des temporalités très, très discutables. Le résultat aujourd'hui, c'est que vous avez sur le même territoire des histoires et des communautés pour qui les relations sont compliquées. Et il faut pouvoir l'entendre sans dire c'est la faute d'un tel ou c'est la faute d'un tel. Jean-Marie Djibaou n'a jamais prôné la lutte armée. D'accord ? Et Dieu seul sait s'il était un fondamental indépendantiste. Il a su donner la main à la fleur pour dire, ben voilà, nous irons cheminer, mais il faut élaborer cela dans un cadre particulier. Alors, je ne vais pas aborder la question qui a mis la poudre au feu. Mais ce qui, de mon point de vue, et ça a été dit autant par, je pense, d'anciens premiers ministres de droite ou de gauche, c'est que ce gouvernement-là, dans sa mise en œuvre de la procédure, a été partial. Et c'est cela, en réalité, qui a mis la poudre au feu. Quand l'État doit être arbitre et qui devient partisan, cela pose un problème. En nommant, on va dire, la frange la plus dure loyaliste comme secrétaire d'État, en ayant un rapporteur qui est un loyaliste convaincu pour poser ce genre de débat-là, ce gouvernement-là porte une vraie responsabilité sur le dérapage d'une situation qui est compliquée. Il ne s'agit pas de dire que c'est simple, c'est compliqué. Et que, mais ça va se résoudre comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela va se résoudre parce que les choses sont allées très loin. Je ne sais pas si elles sont allées trop loin. Aujourd'hui, sont en train de dire qu'ils peuvent faire repartir. Je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, mais si on doit percevoir cela comme étant, on va dire, une sorte de politique du chantage, je ne crois pas que ça soit avec ce type d'argument qu'on va ramener les uns et les autres à la raison. Je pense qu'il faut réenclencher un processus de discussion qui remette l'État à sa place, c'est-à-dire comme un arbitre et non pas comme un partisan. Et l'une des promesses qui avait été faite et qui avait été tenue parce que il faut savoir tenir compte des leçons de l'histoire. Rappelons-nous de ce qu'était la grotte Bouvéa. Maintenant, j'étais déjà lycéen. Ça a passé en pleine élection
à l'époque présidentielle, Chirac Premier ministre, il vous a démontré, et puis Pasqua, que l'État français nie des muscles, etc., etc. Ils ont saisi ce sujet éminemment politique pour en faire un élément de leur politique intérieure. Et l'une des leçons qui avait été retenue de la situation en Kanaki, c'est que plus jamais la France n'intégrerait la question du devenir de ce peuple-là, de ce territoire-là, dans les enjeux de sa politique intérieure. Malheureusement, c'est tout l'inverse qui a été fait, avec une consultation sur le droit et le corps électoral qui a été intégré, un débat qui intervient en pleine élection européenne, et on voit bien que finalement, eh bien, on est revenu aux erreurs du passé. Donc je pense qu'il faut que l'État retrouve une position d'arbitre, qu'on reste sur des principes très simples, et qu'on ne doive pas ignorer la volonté de certains que la Nouvelle-Calédonie reste française, mais qu'on ne bafoue pas le droit des peuples premiers à aspirer à un autre avenir, que certains le prédisent funeste, ou autre, c'est leur droit fondamental, il est inaliénable. Ok, Charles. Oui, on est clairement dans une opposition j'ai envie de dire, de considération. Il y a des ressentis, il y a des sentiments, il y a une mémoire qui souffre. On ne peut pas enlever cela au peuple kanak. Bon, quand on va voir les populations, elles sont comment? Elles sont divisées, en général et en moyenne, les Caldoches sont plus riches que les Kanaks. C'est ça en fait, hein, c'est ça. Moi, j'ai une boutade. Bon, personnellement, hein, vous êtes chez les Kanaks, eh bien, ils devraient être dispensés de payer l'impôt, par exemple. Ils devraient pouvoir entreprendre comme ils veulent dans leur territoire, de manière à exploiter leur territoire, sans avoir à payer des impôts sur le revenu, des taxes, etc. Ils sont chez eux. Ils vous ont accepté, vous vous êtes imposés à eux. Ils vous ont dit, nous venons, ne t'en fais pas, on va s'installer dans la cour. Et puis finalement, vous les retrouvez dans la cuisine, et puis ils sont dans votre chambre, et puis ils vous mettent dans le KGB. C'est ça qui s'est passé. Avec les bienfaits de la colonisation. Mais le livre noir de la colonisation, parce que c'est ça. Et aujourd'hui, on a des personnes qui, elles-mêmes, ont été victimes aussi, parce que les Caldoches, ce sont des descendants de renégats de la France. Hein. Ce sont les bagnards, les bagnards, ce sont les rebuts de la société, ce sont les personnes qui ont été chassées d'Algérie, ce sont les personnes comme ça. Bon, donc forcément, eux-mêmes, ils ont un passé lourd à traîner derrière eux, et puis ils viennent et ils s'installent chez d'autres personnes qui sont là avant eux, parce qu'ils sont là depuis 2000, 3000 ans avant eux. Et donc, moi je crois très sincèrement que en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, il faut restaurer la confiance. La confiance a été perdue. Je ne dis pas que le principe, avec les 3 référendums, etc., quoi que les 3 référendums, le premier avait donné 56% de non, le deuxième 53% de non, et on a vite fait de se précipiter pour faire le 3e référendum, parce que je pense que le oui n'était pas loin de l'emporter. C'est mon point de vue, je me trompe sans doute. Ceci étant dit, que le rapport se fasse autour d'un jeu politique électoral. Je l'entends. Il y a des personnes sur un territoire et il y a des élections qui garantissent le fonctionnement de cette société-là. Je l'entends. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'originalité, de la singularité de la société de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas possible. Et donc, pour que la confiance revienne, il faut absolument que les Kanaks c'est parce que c'est les Kanaks qui sont aujourd'hui en situation d'avoir le sentiment d'avoir été bafoués. Ce ne sont pas les Caldoches. Je vois des vidéos tournées sur YouTube ou bien alors sur les réseaux sociaux, des Caldoches qui disent à partir de là, c'est chez moi, c'est à moi, c'est à moi. Bon, écoutez, il y a très sincèrement, me semble-t-il, 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 réalités sociales, 2 réalités économiques, 2 réalités psychologiques aussi. Quand ils vous disent que ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie, que c'est la Kanaki, ne serait-ce que par reconnaissance de ce peuple-là, avant d'arrêter de l'appeler Nouvelle-Calédonie, appelons-la la Kanaki. Pourquoi ça vous écorcherait la bouche de donner un petit peu de satisfaction, de reconnaissance à un peuple qui se sent... Écoutez, il n'y a pas plus fier qu'un Français. Vous voulez enlever la fierté à la Kanaki?
Ouais. Comment faire? Et vous croyez que vous allez réussir à pacifier un pays? Je disais des ressentis. La raison n'a plus rien à voir dans ça. Très bien. Il me semble que c'est en Nouvelle-Calédonie que Jacques Chirac, lorsqu'il a été élu président, il a été faire ses essais nucléaires. Non. C'est en Polynésie. En Polynésie. Donc c'est toujours pareil, c'est les dom-toms qui servent d'expérimentation. Alors, factuellement, c'est pas le gouvernement qui m'a dit le troisième référendum là, c'est les partis indépendantistes qui m'ont dit. Donc, pas dans ce calendrier là. Parce que moi, je peux finir l'année. D'accord. Donc, premier référendum là, c'est les Kanaks qui m'ont dit, parti indépendantiste là. Deuxième là, c'est la France qui m'a dit, conformément aux accords de Nouméa. Troisième là, c'est parti indépendantiste là qui m'a dit. Donc maintenant, nous pouvons discuter. Moi, je ne suis pas au Calédonien. Moi, ça m'a souhaité, c'est que ils arrivent trouver une formule pour vivre ensemble. Et si ils ne pas vivre ensemble, eh ben, c'est blanc qui est parti, c'est européen. Les statistiques ont montré là, ni 41% de Kanaks, ni 21% de Calédoniens d'origine européenne, ils ont diminué entre 1976 et 2019. Ils ont passé de 38% à 21%. Donc, si nous pouvons dire que sans peuple kanak que la citoyenneté calédonienne, ça n'a pas existé, ben, pas ni pièce problème, c'est eux qui ont décidé ça. Mais là où il y a un accord, comment c'est fait? Moi, il y a un accord là. Moi, regarde des traductions dans la Constitution, le titre 13 de la Constitution française, disposition transitoire, un accord que le peuple français validé par référendum. Pour ça, ce qu'on a droit, nous avons appliqué droit. Ce qu'on a dit, moi, 3 référendums là, pas ni valait. Mais moi, écouté. Mais moi, je dis en termes de droit, parce que personne n'a pas contester le référendum là, ni l'ONU, ni personne, ni résultat. L'Australie qui était du côté des indépendantistes, il changeait radicalement position là, local dans la presse. Parce qu'il y a un bagaille, c'est qu'il y a une influence bizarre de Chinois et de Russes là en Nouvelle-Calédonie. Aïe, aïe, aïe. Et oui, aïe, aïe, aïe. Et Pouchi interdit TikTok. Eh oui, ça peut faire oui, mais même moi, je dit, les jeunes, attention TikTok. TikTok chinois, c'est un réseau social pour les gens qui pas tout le monde qui connaît le réseau social, le connaît WhatsApp, mais c'est un TikTok. Il ne peut pas fonctionner même manière en Chine qu'il a fonctionné pour nous. Algorithme, ben là, il a commandé TikTok en Chine, il a proposé au travail, il a dû aller travailler, aller former corps, il a vu un lot vidéo pour dire essayer de grandir l'esprit et puis performer corps. TikTok là qui est en Europe et puis qu'il a vu en Nouvelle-Calédonie, c'est TikTok qui a rien qui baille la fête. Il a dû faire la fête, aller consommer. Donc, si on a dit aussi que pas ni influence la Chine dans l'Indo-Pacifique, pas ni problème, on peut dire moi ça. Moi, je pense qu'il y a une vraie action alors qu'il est de l'Azerbaïdjan. Et moi, je dis ça ici, moi, étonné quand un député indépendantiste martiniquais, Marcelin Nado, président de pays, Kamaché, et puis c'est Bouktala. Mais ça, c'est douaille. Nous, en démocratie, il est élu. Mais moi, citoyen, moi, il doit parler aussi. Et moi, je dis qu'il y a une politique qui venait contre la France, la République française. Moi, je considère comme un citoyen français. Mais ni des gens qui peuvent dire, ça n'a pas qu'à intéresser, c'est droit. Peut-être qu'un jour, nous avons fait un référendum matinique pour savoir combien de monde qui est l'indépendance. Moi, je m'en parle pour faire. Donc, il faut nous faire, pour moi, très attention pour faire référendum. Pour être indépendant. Moi, je suis indépendant. Peut-être Bernard, il y a plus indépendant qui est l'autre parti qui a dit qu'il est indépendantiste. Vous savez, et Martinique. Le vrai indépendantiste là, c'est lui qui a essayé de faire pour une production au quotidien en disant pays. Lui, m'a respecté. Mais l'homme là, réfugié dans une position très confortable, et puis il a dit, bon, nous prenons l'indépendance, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous savez, là, et puis 400 entreprises qui font faillite, c'est eux qui ont géré le système social là. Ils ne peuvent pas payer ces gens indemnité chômage. Vous pouvez dire, mais ça, le peuple premier, d'accord, et puis tout ça, on a dit, mais les gens qui pas de travail, ils ont dit, comment ils ont touché indemnité. Or, Louis Mapou, qui est président du gouvernement, il a invité tout le monde à ça, il a dit, il a dit, il y a des difficultés, nous pas ni l'argent. Pour sauver ces usines, il a dit, nous pas ni l'argent. En août, multinational a dit qu'il a pâti. Sauf du moins que c'est un multinational chinois qui a allé. Mais nous, ouais. L'Indonésie et puis la Philippine qui a produit
alors qu'il est produit, qui a utilisé nickel là, Hydro-Énergie a coûté 3 fois moins cher que l'énergie qui produit en Nouvelle-Calédonie qu'en Martinique à partir de pétrole. Hydro-SMIC là, 5 fois moins élevé. Donc si vous avez dit moins que l'indépendance, c'est que même cadeau, mais il peut faire, il peut prendre, parce que moi, au fond, nous qui là, nous pas vraiment concernés. Hein. Mais maintenant, nous pouvons dire qu'on a de grands principes, mais Calédoniens qui pètent d'entreprise là, et Kanak là qui travaille dans l'entreprise, que ce soit Caldoche ou bien Kanak, il y a un problème. Okay. Et là, il faut nous accepter qu'il y a un problème là. Michel. Alors, on est parti de la Kanaki, on est arrivé à l'indépendance de la Martinique. Non, enfin, oui. Non, mais pas ça la question. Non, pas indépendance, non. Les communistes pas pour l'indépendance. Non. Attendez, écoute. La véritable question, tu as posé une question, parce que c'est ça, comment peut-on sortir de la crise actuelle en Nouvelle-Calédonie? C'est ça. Bon. Dans Justice de cette semaine, nous publions un communiqué du FLNKS. Et ce qui me frappe, c'est la modération des termes du FLNKS. Le FLNKS ne dit pas à tous les Blancs de partir, c'est pas vrai. Ils acceptent qu'une partie des Caldoches puissent voter aux élections. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte l'accord de Nouméa, qui a créé une citoyenneté calédonienne et qu'on n'a pas respecté Macron. C'est ça le problème. Donc, il faut retirer la loi sur le dégel du corps électoral. Il faut dissoudre les milices qui tuent des jeunes Kanaks aussi. Et il faut, ce qu'ils demandent, qu'on nomme un comité, une commission avec des personnalités au-dessus de tout soupçon, comme ça s'était fait pour l'accord de Nouméa, avec des juristes et des choses. Et c'est ce qu'ils demandent, qu'il y ait une discussion pour remettre en route l'esprit de l'accord de Nouméa, qui reconnaissait le fait que les Kanaks étaient dans leurs droits. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le dégel. Le passage en force, ça dépasse Bougadi. C'est-à-dire, en fait... Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Non, mais laisse-le. C'est pas vrai. Quoi dire le passage en force? Il appliquait encore là. Non. Il appliquait encore là. Non. Non, monsieur. Le gouvernement... Ni toi, liste électorale, là, pas qu'à dire que toi, liste électorale, qui est métier. Ni toi, liste électorale différente. Laisse-le parler. Mais laisse-le s'exprimer. Ce gouvernement a trahi... le dégel. Le gouvernement actuel a trahi l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa en proposant un dégel du corps électoral qui allait augmenter de 25 000 le nombre de votants blancs. Voilà. Donc, par contre, c'est ça qu'il faut retirer. Oui. Mieux, 2 secondes après, on passe à les responsables indépendantistes du FLNKS ne sont pas dans l'absolu contre le dégel. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que les dirigeants de la majorité politique en place ont considéré que si l'accord politique n'était pas trouvé avant telle date, ils appliqueraient les modalités du corps électoral telles que voulues par eux. Et d'une certaine manière, ils dépossèdent, on va dire, les citoyens et les forces politiques locales de la mise en place d'une solution à trouver. C'est ça le problème de l'arbitrage. Et que dès lors qu'ils font cela, et que cela a été précédé de signaux qui démontraient que tu mets quelqu'un comme la présidente des régions du Sud et le rapporteur qui sont des loyalistes, il y a eu un problème de partialité. Et dès lors, on a cassé la confiance. Donc je ne dis pas que tout ce qui suit derrière est légitime, on a cassé la confiance. Et on est parti dans un engrenage. Donc oui, il y a une responsabilité de ce gouvernement-là dans la méthode qui a été appliquée. Et cela est un passage en force. Et cela est dit, y compris par des gens, je pense, qui sont extrêmement modérés, qu'ils peuvent être de droite ou de gauche, parce qu'ils mesurent que là, il y a de sang qui coule, il y a des hommes qui tombent. Et on parle très peu des modalités, des conditions dans lesquelles des milices se sont organisées pour tirer sur des hommes qui étaient désarmés dans le dos. Ça s'appelle, en France, je crois que cela s'appelle encore un crime. Un assassinat. Un assassinat, c'est un assassinat. Donc, le temps doit passer pour aller vers de l'apaisement.
Mais il y a aujourd'hui une situation, et je partage le point de vue de Charles, il faut rétablir la confiance pour pouvoir rétablir le dialogue et construire un chemin ensemble. Nous d'accord pour la confiance, nous d'accord pour la confiance. Seulement, il faut dire la vérité aux Martiniquais. Gouvernement, pas qu'à mettre en cause l'accord là qu'il a. Oui. Ben oui, mais quittez-moi, au moins, chaque monde peut vérifier. Il dit tout balade dans la presse. Il y a 3 listes électorales alors qu'il est en Nouvelle-Calédonie. Accord là, pas qu'à dire ça, quand il y a 3 listes. D'abord, il n'y a pas qu'à dire ça. Et là, il y a un désaccord entre les indépendantistes et puis les non-indépendantistes. C'est sur les élections territoriales qui est arrivé. C'est-à-dire que l'accord là, tu as dit que liste là, c'était uniquement pour les questions d'autodétermination. Et que comme il y a élection, puisque l'élection était pour la fête là, il était pour la fête en État, il allait reporter l'élection l'année prochaine, le camp indépendantiste. Et ça, c'est en réalité, ou factuel, parce que alors qu'il est là, le gouvernement qu'il a, il a dépassé tant d'élections. Ça, c'est en réalité. Ensuite, il y a un gros problème en mouvement indépendantiste là. Et les autres savent ça, les autres cahiers la presse. Moi-même, je ne suis pas parti pour notre. Je lis ça, je dis l'Express d'abord. Il faut un long article, c'est maintenant là. Ni plusieurs journaux, le cœur c'est nos émissions. Donc, tout le monde peut aller lire, il suffit qu'on y ait un abonnement journal, au moins justice, ou aller justice, mais ce n'est pas justice seulement, ni dans le journal, on peut lire. Il y a un gros problème qui a posé quand il y a dans le mouvement indépendantiste là. C'est la cellule de coordination de l'action de terrain. Les indépendantistes radicaux qui disent l'Union calédonienne, quand ils ont proclamé l'indépendance en 2025. Ils matchent noir sur blanc. Donc, yo dit, ça fait référendum là, nous pas connaître ça. Parce que changer mode de scrutin, ça nous l'est, c'est proclamer l'indépendance de la Kanaki en 2025. Et là, vous savez, c'est un changement radical parce que en l'eau, jeune, Kadou, il n'y a pas même au courant des accords de Matignon, puisqu'il y a allé brûler le Sénat coutumier. Ce n'est pas des caldoches qui brûlent, c'est des Kanaks qui l'ont depuis 3000 ans. C'est Macron qui finançait toutes ces bagailles-là. Et puis le gouvernement actuel, là, parce qu'il faut regarder aussi ces chiffres-là. Il y a une politique de promotion de la jeunesse qui n'a pas jamais faite ces dernières années. Et vous regardez des résultats économique là, on est de plus en plus en classe moyenne qui a émergé. Mais ça est cadeau, c'est que les gens qui brûlaient toutes ces écoles là, parce que à qui ça a servi, et m'a fini. Oui, parce d'y aller brûler l'école, d'y aller brûler les services publics, puisque demain matin sur un dépendant, faut qu'on vienne construire. Un mot. Ok. Tu sais, ce qu'on appelle un atavisme de comportement. Quand tu as appris pour brimer un peuple, à l'alcooliser, mais non, mais c'est ça. Aujourd'hui, mais non, c'est pas la victimisation. Ce n'est pas de la victimisation, mais ça se sait, tout le monde le sait. Le langage, c'était la violence, c'était l'alcool, c'était les réserves. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il y a une reconquête. Je vais vous dire, la mémoire, c'est un rapport affectif avec le passé. Je ne te parle pas. Là, tu es dans la raison, tu es dans les explications juridiques, etc. Et je t'entends. Par contre, tu ne peux pas empêcher certaines personnes d'avoir des ressentis. C'est ça. Je veux te dire, il faut écouter ce que la fibre personnelle des personnes, des gens leur dicte. Et à un moment donné, c'est ce qu'ils croient pouvoir utiliser. Je ne te dis pas que c'est bien qu'ils le fassent. Mais c'est ce qu'ils croient pouvoir utiliser pour faire le plus de bruit et manifester leur mécontentement dans une situation que parfois ils ne comprennent pas trop. C'est simplement ça. Et tu sais, je parlais de balancier tout à l'heure. C'est pareil. Tu as été violent, tu as été méprisant, tu as traité un peuple différemment. Et bien à un moment donné, comme tu l'as inscrit dans une dynamique et puis qu'aujourd'hui tu veux qu'il redevienne raisonnable, eh bien il y a des réflexes anciens qui reviennent. Parce que ces réflexes-là, ils sont intimement dans leur personne, puisque c'est toi qui leur as inculqué. Alors tu ne peux pas venir leur reprocher aujourd'hui d'utiliser ce qu'on a utilisé contre eux pendant des décennies. Je suis désolé. Maintenant, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce que tu veux... En fait, j'ai l'impression que le débat, il tourne autour de l'actualité, d'une efficacité de l'action politique telle que tu voudrais
avec des personnes, telles que tu voudrais, avec des personnes qui sont toutes censées. Il te faut faire avec les derniers de la classe. Il te faut faire avec les délinquants. Il te faut faire avec les gens qui ne comprennent pas. Il te faut faire avec les gens qui ont été méprisés, brimés, battus, spoliés. Il te faut faire avec les ressentiments. Et c'est ainsi, je veux te dire qu'il y a nécessité de faire des gestes d'apaisement ou alors des gestes symboliques. Pourquoi Nouvelle-Calédonie? Crier Kanaki, on nous finit puis ça, crier pays à Kanaki. Bah, il y a raison, les bêtas, ça cacoche bouchou. Mais c'est ça que je veux te dire. Je parle à ton cœur, pas à ta raison. Contraire, pas pour résolution. Ou qui pas caldoche là, dit Kanak. Ou quand il fait ça, mais il a dirigé le Congrès. Il n'a jamais proposé crier Kanaki. Il n'a jamais fait. Mais c'est une proposition que je fais. C'est une proposition que je fais. Donc, moi, ou Adam, on ressenti. Il y a un petit niveau. Ou Adam, on ressenti, mais on fini. Vous savez qui ça, Charles? Vous savez qui ça, Magari? Parce que ça, je lis pendant au moins un an là, jusqu'à date anniversaire en juillet, il y a 100 ans. Le docteur François Fanon. D'accord. Ça, docteur François Fanon, il a dû sortir d'un bail passé là. Sorti là. Abandonner l'ON là, Guinéen. Il y a un petit livre très instructif pour éclairer ce débat-là, que j'invite les uns et les autres à parcourir. C'est un livre de Laplantine qu'on appelle Le ressentiment dans l'histoire. Voilà. Donc je te renvoie à cette petite lecture, c'est pas très épais, mais c'est très mais je te renvoie à la lecture de Fanon. Oui, il n'y a pas de problème, je l'ai. Okay, donc le ressentiment dans l'histoire, et qui démontre que c'est pas une histoire de blanc et de noir, c'est dominant-dominé, et que cela laisse des traces, c'est du ressentiment. Voilà. Et Fanon, lui, parle beaucoup du blanc et du noir. Tu sais, mais pour moi, c'est celui qui allait le plus loin dans la psychologie du colonisé. Et tu vois, maintenant, on peut dire le ressentiment, mais le docteur Fanon, lui, il fait la guerre. Vous savez, il allait en Algérie, il mourra à 36 ans, et il étudiait la souffrance humaine du colonisé. Mais la haine du blanc, ça va mener nos pièces côté. C'est juste alors, en avril 2000, messieurs, bien sûr. En avril 2024. Et la plantine te dit que c'est pas la haine du blanc, c'est le ressentiment, c'est une question de dominant-dominé. Donc il faut sortir de l'étroitesse de cette approche, on va dire, qui est la couleur de peau. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Pas considérer que Fanon va parler. Messieurs, nous allons parler maintenant du prix à la consommation qui augmente de 0,3%. Alors, je reprends. En avril 2024, les prix à la consommation augmentent de 0,3% et de 3,5% sur un an en Martinique. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Oui. Ok, Michel, c'est ton dada là. C'est-à-dire que nous avons... Ce qui se produit en avril, c'est un petit peu la reproduction de ce qui se produit en mars. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite accélération de l'inflation. Avec ce qu'il faut préciser, c'est que sur un an, l'inflation est de 3,5% en Martinique et de 2,2% en France. Donc, il y a quelque chose qu'il faut expliquer ce différentiel, puisque 80-85% de ce que nous consommons vient de France. Alors, quand on regarde les chiffres dans le détail, on s'aperçoit que l'alimentation, sur 12 mois, progresse de 4,2%. Par contre, l'énergie progresse sur 12 mois, sur un an, de 9,3%, et les produits manufacturés de 0,8%. Ce qui veut dire que ce qui a provoqué l'accélération de l'inflation pendant plusieurs mois, c'était d'abord les produits alimentaires. Et puis, l'énergie. Alors, l'énergie, d'une certaine manière, nous reproduisons les tensions internationales, l'augmentation du prix du baril, et surtout, dans la dernière période, nous reproduisons aussi l'augmentation du coût du fret, avec la tension qu'il y a eu dans le Golfe. Les outils. Les outils qui bombardent les navires, les navires qui font du commerce avec Israël, et qui obligent donc les navires de contourner le cap de Bonne-Espérance, ce qui a eu une influence sur l'augmentation du fret, c'est-à-dire le tarif de transport maritime international. Donc, voici quelques explications qu'on peut donner sur l'augmentation des prix
étant donné que il aurait fallu quand même, nous l'avons déjà dit la dernière fois, il aurait fallu quand même que sur le plan local, qu'il y ait des enquêtes menées par la direction de la concurrence de la consommation pour voir s'il n'y a pas des facteurs internes, notamment au niveau des importateurs, si en dehors des facteurs internationaux, il n'y a pas des gens qui ont ajouté un coup de pouce pour augmenter leur... Ils ont profité, disons ça comme ça. La profitation. Ça s'appelle la profitation. Oui, Fred. Le camarade Branchi a raison. C'est vrai, il y a des fortes tensions internationales. Les prix barils là, les transports là, prix d'urea par exemple, tonne d'urea fortement augmenté alors qu'il baissait. Je dis ça parce que ça m'a pas inventé. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il fortement augmenté alors qu'il baissait. J'ai pas compris. Non, alors qu'il était KBC. Ah d'accord. Il était KBC, c'est un document, ça m'a répété, c'est un document lié d'homme qui est très bien fait. Ah oui. Je conseille tout le monde lit ça un document. Et pour moi, c'est des documents comme ça qui peuvent nous faire des bels débats, Martinique. Il faut que nous fassions un observatoire qui a fonctionné, là, c'était pour nous donner des sources de chiffres. Mais il faut nous quand même voir que les gens qui ont fait un travail sérieux. Donc, il y a ni problème en les prix pétrole, l'essence a augmenté, ni problème en le fret, ni problème en les prix certaines matières premières. Du riz, nous avons mangé le riz, c'est ça. Et puis, pas casser, pas de compte, c'est du riz. Je dis, moi, juste du riz plastique, moi, je vais passer mon. Sorti en Chine. Bon, alors, pas ça. Mais on y des facteurs internes, c'est vrai. Par exemple, le coût du crédit, qui dit aussi pour les entreprises et pour les ménages. Le crédit à l'habitat, on le fait. Mais qui viennent du relèvement du taux du crédit de la Banque Centrale Européenne. Hein. C'est ça. Mais... Ah bon, c'est pas ça risque pas de s'améliorer. Oui, mais je ne crois pas les gens dans la Banque Centrale Européenne. Les gens là, dans la banque guichet, là, ils vont chercher des dimensions, la monnaie, souffert, moi, petit prêt. Les gens, ils montent en prêt, ils vont regarder la Banque Centrale. Moi-même, ce n'est pas la Banque Centrale, je vais regarder. Je regarde ça. Donc peut-être que je vais regarder. Si tu lis le document, j'ai lu ce document, ce document t'explique que l'augmentation des taux du crédit des banques locales, c'est la répercussion d'augmentation du taux de la Banque Centrale Européenne. Il ne faut pas non plus se boucher les yeux. Donc, on y ces facteurs-là, et c'est pour qui je milité pour envier l'idée, nous a dit ici même, faut que, en collectivité, parce qu'il laisse souvent les PCI, moi pas. Mettez un comparateur de prix, il faut que l'observatoire des prix joue au lit. Il faut qu'ils publient des états, même manière, et puis toujours les documents de l'IEDOM, et puis d'autres, et puis enquête de terrain, pour nous savoir exactement comment la concurrence a roulé, comment nous peut baisser le prix. Parlez-nous du prix bouclier qualité-prix, nous te dit ça l'autre jour. Combien octroi de mer qui nie réellement enlève le panier du bouclier qualité-prix, que c'est l'Europe que nous faisons un vrai débat sur les fonds européens, c'est le moment pour nous faire, parce que, conviction moins, c'est que prix à Caïrosé, inflation, il y a les métiers, mais Caïvi est parti, notamment du fait de prix de l'énergie. Nous, en tout cas, en période où, d'après moi, l'énergie a baissé. Allez, Charles, c'est à toi. L'énergie va Il a pas baissé. Bien sûr. Bien sûr. Trois éléments. Premier élément, le marché est fermé. Compliqué, hein, à partir du moment où on est... et puis on n'a pas de masse critique du point de vue de la possibilité d'importer suffisamment de produits sur des économies d'échelle, le marché étant fermé, captif, bon, c'est compliqué. Deuxième élément, l'exiguïté du marché, tel que je le décrivais là, fait que si on veut maintenir des prix très très bas sur des produits de première nécessité, eh bien, les importateurs se rattrapent sur les produits qu'on peut qualifier de moyens, de gamme moyenne. Et donc, parce qu'il faut maintenir des prix très très bas sur les produits de première nécessité, eh bien, ces marges perdues-là sont répercutées sur les autres produits. Ce qui fait effectivement qu'il y a une augmentation des prix. Et enfin, dernier élément, je ne suis pas tellement au courant de l'énergie puisque j'ai une voiture électrique. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais revenir à ça. Charles, je vais te... Mon pas ça vous compter pour ces chiffres là. Bon, moi trouve que le lycée a fait de bons prix ça le bail, c'est moi qui a fait course là bas. Moi bouteille l'huile là moi j'ai acheté 9 €, à présent m'a acheté 16 €. Bouteille c'est qui l'huile, vraiment l'huile. L'huile
d'olive, quand l'huile d'olive, qui a coûté 9 euros. Ah, l'huile d'olive. L'huile d'olive, première pression, on est grand goût. Non, mais on peut dire grand goût, mais ça. Oui. Non, mais c'est ça, il était acheté en prix, et actuellement, il tel prix. Oui, tel prix. Donc, on va pas prendre encore. On va prendre l'autre huile. Donc, seulement un bédou. Donc, on va garder ces prix-là, on va garder un prix agneau, localement, j'ai un mouton. D'accord, l'autre jour, je m'ai regardé, c'était 34 euros, frère. D'accord, 34 euros pour un kilo mouton. Donc, bon, c'est ça. Congelé. Donc, j'ai pas un congelé pour moi. Voilà, comme moi, pas jamais manger congelé, moi, monté Sainte-Anne, des producteurs locaux qui ont fait du circuit court, qui ont fait de la transformation. Nous, t'allais parler d'agriculture, nous, t'allais parler de. Peut-être, nous, qui n'avons pas dit ça. Eh bien, l'un des enjeux, ben, moi, quand Marcel Sainte-Anne, puis, moi, acheté à 22 euros, d'accord, et il ferait c'est de l'agneau, donc, moi, invité ces Martiniquais à rapprocher, quand il y a de producteurs là. Donc, plus que la question de l'inflation, moi, ce qui me pose problème, Mano, c'est la question du différentiel de prix. Et qui est un vrai sujet, même si les dynamiques d'évolution ne sont pas les mêmes en Martinique qu'en Hexagone. Quand tu combines le différentiel de prix et le différentiel des moyens de niveau de vie des uns et des autres, il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire que Atal a parlé de désmicardiser la France. On a une augmentation du SMIC qui est passée de 12 à 17%. C'est historique. On n'a jamais eu autant de gens rémunérés au niveau de SMIC. Ouais, mais si tu travailles et puis tu fais des travailleurs pauvres, tu n'as pas résolu le problème. Donc, il y a un vrai sujet, c'est celui du différentiel de prix. Et aujourd'hui, quand on sait, y compris dans la question de l'eau, on parlait de la question de l'eau il y a quelques semaines de ça. L'un des plus gros postes de dépenses dans la structure du prix de l'eau, le premier, c'est les charges de personnel. Le deuxième poste, c'est le poste énergétique. Et donc, il est important pour nos territoires, nos micro-territoires insulaires non interconnectés, parce que la France, à l'horizon 2035, nous pas qu'à acheter l'auto thermique encore très bien. Mais il a acheté l'électricité en Espagne, il a acheté en Allemagne, il a acheté à côté, parce que il est connecté. C'est nucléaire. Ici, si toute Martinique est venue et puis on l'auto gratuit, imaginez que tout le monde l'auto gratuit électrique. Et puis, il fait con, il a appelé 1 gigawatt, c'est-à-dire 3 fois plus que ça nous a produit. Donc, en plus de problème de transition, nous avons un problème de production d'électricité. Et là, nous avons de vrais défis. Et je trouve que sur ces sujets-là, on n'est pas en anticipation, parce que ce n'est pas le Chinois qui va penser cela pour toi, ce n'est pas le Français, là, le nucléaire. C'est nous, c'est pas l'Azerbaïdjan non plus, tu peux voyager comme tu veux, c'est pas là que tu vas avoir la solution. Lui, c'est du pétrole qui vend, c'est pas le Trinidadien, pour localiser la critique et que personne ne se sente visé dans mon propos. C'est le génie martiniquais qui va te dire comment on va aujourd'hui produire des solutions qui te permettent de brancher ta voiture sans faire en sorte que ça soit discriminant de point de vue social. Parce que facturer l'électricité, il est pété boire, sous pas fait soleil, la vie, stocké. Mais tu n'en veux pas, Charles, quand même. Pas du tout. Mais aujourd'hui, il a les moyens de ne pas s'en soucier, parce que si tous les Martiniquais ont demain matin ce que je veux dire, un véhicule électrique, il n'y aura pas assez d'électricité. Et on va se retrouver exactement dans la même situation de l'eau où il faudra partager l'électricité parce qu'on n'a pas assez d'électricité produite. Charles, bon, donc, on va parler de génie, mais Manila plein. La géothermie, elle se trouve dans le plus grand regroupement de volcans qu'il y a en Martinique, c'est là où tout le monde aime aller se baigner. Les Anses d'Orly. Oui, il y a de la géothermie aussi au Lamentin. Il y a des sources chaudes au Lamentin. Il paraît qu'elle n'est pas exploitable. Et puis, il y a bien évidemment nos voisins dominicains, de Dominique, qui ont énormément d'eau chaude de vapeur qu'on peut transformer à condition de leur donner une partie. Et donc, quand tu parles de génie, effectivement, pourquoi imaginer une solution en solo? Nous avons la chance d'avoir le plus beau pays du monde avec de l'eau. À quoi ça va en faire? On va pouvoir maîtriser cette eau-là bientôt. Et puis, on a des voisins qui peuvent nous proposer, à condition, encore une fois, de partager cette ressource-là avec eux. Ils n'ont peut-être pas la technologie. Nous l'avons. Eh bien, nous pouvons faire gagnant-gagnant. Et je tiens à préciser qu'en Dominique, il y a 365 rivières. Eh bien, 365. Dans chaque rivière, il y a des petits systèmes d'hydroélectricité avec production. Alors, c'est bien évidemment pas des mégatonnes, mais qui permettent à des petits quartiers d'avoir de la
lumière. Mais on ne va pas les coloniser. Non, mais c'est surtout parce que déjà qu'on ne sait pas gérer les prélèvements d'eau, moi je suis totalement et farouchement opposé à des systèmes hydroélectriques qui vont poser des problèmes supplémentaires sur des rivières sur lesquelles on a déjà du mal à partager l'eau entre nous. Mais je rejoins ton enthousiasme, encore faut-il que les permis d'exploration de la source géothermique qui relèvent des collectivités territoriales aboutissent. Ils le sont en terre. La source principale de géothermie est en mer. C'est la compétence de la 7e de le faire. J'espère que cela arrivera. Et j'ai envie de dire, il faut déployer toutes les solutions. Ça peut être la géothermie. C'est aussi l'éolien qui est en train de dormir sur le port de Fort-de-France. C'est aussi, je pense, et là, il y a un vrai sujet parce que ce sont des sujets qui demandent une vraie ingénierie écologique. Okay. Donc, on ait les moyens sur place de faire en sorte que des jeunes ingénieurs martiniquais rentrent en Martinique et nous proposent la diversité des solutions pour réussir cela. Très bien. Vous me signale déjà que l'heure est arrivée. Ouais. Alors, les principales mesures de lutte contre la sécheresse levées par le préfet, c'est une bonne information, non? Ça veut dire que le problème de l'eau est réglé? C'est que les gens... Ça ne veut pas dire qu'il est réglé, mais ça veut dire qu'il y a une amélioration. Oui. Mais les problèmes on nous annonce une onde tropicale là, encore. Ce week-end. Bientôt, ça va peut-être augmenter le débit des rivières. C'est ça. Bon, mais ceci dit, le problème de la gestion de l'eau reste posé. D'accord. Mais bon, je ne veux pas en rajouter parce que non, je suis quand même étonné la manière dont ça s'est passé où le préfet a appelé tout le monde pour les mettre autour de la table. Ça m'avait un petit peu étonné ça. Quand même. Ça, c'est pour nous qui dit bagay là. On l'a regardé. Moi, la gasse, donc ma qualité c'est communiquer attentivement. On m'a ces trois logos à Cap Nord, Kassem et Espace Sud. Et puis là, quand on dit c'est quand moi là qui m'a dit ben la passé. Bon, Cap Nord a brillé. Il y avait aucun élu de Cap Nord à ces réunions là. Donc quand les trois présidents de PIC, quand les EPIC se sont rencontrés, il y avait le responsable de l'eau, Déo, qui était là, mais aucun élu de Cap Nord ne s'est jamais présenté à aucune des réunions permettant à des élus martiniquais de savoir vous avez la compétence, nous avons les moyens de structurer un certain nombre de réponses. Et donc, même si les logos sont là, même si manifestement ils adhèrent aux décisions qui sont prises, quand un certain nombre de choses se sont posées, notamment sur Maurestin, est-ce qu'on câble ou pas? Technicien, c'est une décision politique que je ne peux pas arbitrer. Ah ouais. Mais bon, je pense qu'on a encore du chemin à faire, même si elle a avancé. Si vous pouvez permettre, donc, vous confirmer au moins que, moi dis ça ici, il y a le grand forceur du Nord, ben, le président de Cap Nord, Nestor Azero, pas là. En tout cas, parler de Macron pas là. Donc, on va parler du monde qui pas là, on ne pas parler de. Ça nous pas parler des personnes qui pas là, ou bien ça nous a dit, ça nous a pensé. Mais ça qui fait moi pile la peine, c'est le mot monsieur Bouvier, Jean-Christophe, préfet, agent de l'État, prend un arrêté avant, parce que moi cliché, vous savez, regardez ça, ni de l'eau, ni de l'eau, donc je temps lit. Mesure de solidarité territoriale. La production de l'usine de Vivet de la CTM est vendue en gros à Cap-Nord et à CAESM, l'espace sud. Cette production étant actuellement limitée pour des raisons techniques et sans préjudice des augmentations journalières de débit engagées par l'usine de Vivet, Cap-Nord diminue ses achats en provenance de l'usine de Vivet à hauteur de 1200 m3 par jour au maximum afin de les laisser à la disposition de la CAESM au point de vote de Cosmi. Voilà, je lis ça, et puis mon Martiniquais, ça va faire la peine, monsieur, qui est président de Cap-Nord, que Foxé, en préfet, et puis vous dire moi la France après, tout dans le discours, qui a venu d'où, dans un arrêté préfectoral, voici la mesure de solidarité que vous, Martiniquais, faut mettre en œuvre vis-à-vis d'autres compatriotes. Vous savez, ça va faire moins la peine. Maintenant, il y a un deuxième bagage qui est fini. C'est madame présidente du syndicat des entreprises de Fort-de-France. Il faut un article dans France Antilles. Madame, c'est Chamas qui c'est Bougainville, qui c'est Gomilatanville. Il peut dire non, Frédéric, qui non, madame, il fait un article, là, moi, trouvé très intéressant sur Frédéric Dispan, présidente de l'association Fort-de-France, sur l'impact économique. Et moi, trouvé que c'est un sujet qui peut aborder pièces en disant c'est arrêté et pièces côté, et que là, il y a un vrai sujet. Vous savez, sous les que ville la vive, que l'entreprise était ouverte, parce que vous savez, tout le monde dit entreprise, les artisans, au moins, tout le monde, elle arrête. Donc, chaque jour, on travaille, on peut de ça. Donc, il faut qu'il y ait un dispositif
pour accompagner ces mouvements qui apprennent à faire. Madame Vidispan était la suppléante de Séminor. De Raphaël Séminor, sénatorial. Bravo, madame, t'as oublié ça. Et pour aller dans le sens de fait, parce que là, elle est vraiment dans la réalité de l'artisan, de l'entrepreneur, il y a un document que j'invite vraiment les Martiniquais à aller voir, c'est ce qu'on appelle le modèle de gestion de l'eau qui a été produit par l'Office de l'eau, qui justement sur les aspects économiques pèse l'impact économique, y compris en termes d'emploi de TP, ce que c'est que ne pas disposer de services publics de l'eau performants. Et ça devrait convaincre, je pense, les derniers réticents, qu'ils soient du nord, du sud ou du centre, qu'au-delà de la question de l'intérêt domestique à disposer d'eau dans des bonnes conditions, il y a un vrai enjeu économique à disposer d'eau. Ce sont des millions, des dizaines de millions d'euros qui sont perdus et des centaines d'emplois qui sont sacrifiés lorsque on n'est pas en mesure de produire l'eau convenablement. Alors là, juste avant de finir, le coût d'extension de l'aéroport de Martinique, la Chambre régionale des comptes pointe des dérives. Quel type de dérive on a pas grandi là. Bon, vous savez, arrivé. Mais rapidement. Vous bravo, toutes les membres de l'aéroport et MCCR, les dirigeants, les cadres, les pompiers, tous salariés, parce que moi, je lis ça aussi, vous savez, je vais passer un nombre de temps à lire le rapport là, pour des côtes, bon. Peut-être que je vais temps moi aussi. Mais là, il dit c'est beaucoup là, alors, il était pour coûter en 2017 64 millions d'euros, il passe à 110. Et alors, parce qu'il a été fait avec Covid, parce que il y a les banques multinationales marché à italien, il fait faillite. Mais pour les grands grecs, l'État, par exemple, le ministère des Finances, pas dit que l'entreprise a fait faillite. Et moi, elle a continué, il a allé jusqu'au bout, qui fait que nous ni un bel ouvrage qu'il a, qui est bien, ou à l'aise là, ou tranquille. Maintenant, il a reporté des dépenses techniques Covid, 29 millions, environ 30 millions d'euros d'investissement à faire. Je me dis, mais il faut trouver l'argent pour faire. Parce que si on n'a pas d'aéroport, nous pouvons faire touristes. Et nous pouvons clients pour appartements, tout le bagage. Pour ça, il faut que nous touristes. Bon, ensuite, du point de vue environnemental, alors je vais aller là rapidement. Sur le plan de la maîtrise de la consommation énergétique, la société est certifiée ISO 9001 et ISO 50001. Ben ok, bravo. Son projet d'extension de l'aérogare conçu en 2017 tient compte des exigences du référentiel bâtiment tertiaire démarche haute qualité environnementale. Bravo. Après, il y a une démarche Airport Carbon Accreditation. C'est pour diminuer l'impact carbone. Bravo. Ensuite, il y a un projet pour mettre panneaux solaires photovoltaïques en les trois tuyaux là. Il y a lancé un appel d'offres en 2024. Comme ça, il y a fait 700 000 euros. Non. Il y a fait 700 000 euros chaque année de la baisse de la demande induirait une économie de subventions. Mais ce n'est pas en Italie, il répond pour ça quand même. Non, mais globalement, oui, il n'y a pas qui pas aller. Bon, c'est vrai, le contrôle financier. Mais en tous les types de Martinique qu'il a, parce que nous ni un bon aéroport si nous les faisons du tourisme en pilier de l'économie. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour ça. Moi, je pense que ça peut pas mon travail. Donc, moi, je vais continuer à investir dans le pays. C'est ça nous avons besoin. Un mot sur ça, Michel. Non, c'est bon. Eh bien, je vous remercie tous les quatre. Un mot, pardon, excuse-moi. Pas de bêtises. Il ne suffit pas de dire qu'on a besoin d'un aéroport à n'importe quel prix. D'accord. Bon, par conséquent, ce que pointe la Chambre régionale des comptes, c'est qu'il y a eu une sous-estimation du coût et qu'il y a eu une mauvaise appréciation du risque pendant cette entreprise italienne. Bon, et puis en plus, il y a eu une dérive des coûts et ça a coûté beaucoup plus cher. Bon, et si ça coûte beaucoup plus cher, bon, ça veut dire que l'aéroport est obligé, pour s'en tirer, d'augmenter les redevances aéronautiques et que par conséquent, nous risquons de devenir un aéroport trop cher. Alors, voilà. Pour tempérer, l'aéroport dégage encore des recettes, ce qui permet à la 7e de les redistribuer pour l'investissement. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop... Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est quand même l'incident qui est des fondateurs, qui est déclencheur, c'est le choix de cette entreprise italienne dont certains disaient déjà qu'elle était moins disante, mais qu'elle
elle ne serait pas en mesure de tenir ces prix-là. L'histoire a montré que finalement, ceux que considéraient comme des adversaires du projet, on va dire de modernisation, avaient sans doute raison, non pas sur le fait qu'il fallait moderniser, mais le choix de l'investissement. Aujourd'hui, l'aéroport, il est réalisé, rouleau bravo, et faisons en sorte qu'on soit à la hauteur et au rendez-vous des nouveaux impératifs aéronautiques pour éviter que la Guadeloupe devienne le hub touristique pour l'avenir. D'accord sur tout ça, mais il y a quand même une question que je me pose. Quand je vois que l'Espace Sud, le coût de ce qu'ils ont réalisé pour faire le nouvel hôtel de l'Espace Sud, non, mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que les gens ne savent pas compter, faire un prévisionnel? Toutes les institutions là en ce moment démarrent un projet à 30 millions et ils finissent le projet 4 fois plus cher. Mais Mano, on est bien placé pour savoir ça, toi et moi. Moi, quand j'ai construit un bâtiment, on m'avait dit 980 000 euros, je me suis retrouvé avec 1 890 000 euros. C'est-à-dire 101% de plus. Et quand on parle de ça, nous, petits investisseurs, est-ce que ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Non, mais voilà, c'est ça. Ça ne m'étonne pas parce que nous n'avons pas les moyens que... Enfin bon, c'était juste une parenthèse. C'est ça. Bon, ben merci à tous les quatre. Alors, juste parce que tout à l'heure, ces messieurs ont fait un petit peu de promotion pour leur liste. Moi, je veux quand même dire que devant... Mais oui, tout à l'heure, j'ai été un petit peu surpris. Mais oui, pour ceux qui soutiennent. Devant la réactivité de ces messieurs, je n'ai pas eu le temps de défendre la position. Le PPM a voté à une voix, alors c'était une abstention, mais à l'unanimité, a voté en faveur de la liste PS Place Publique. Parce qu'il y a deux considérations à avoir. Premièrement, il faut combattre le racisme. Et je pense que les deux sont d'accord avec moi. Il faut combattre le racisme. Les trois, oui, tout à fait. Et deuxième élément, l'Europe peut être un matelas protecteur quand il y a trop de libéralisme mené par la politique du président. Et donc, il faut absolument corriger un petit peu le tir de manière à ce que nous puissions marcher sur deux jambes. Voilà. Alors, ce que tu viens de dire là me pose un problème. M. Glucksmann, c'est un enragé pour aller combattre en Ukraine. Alors, la question que je voulais te poser... Oui. Est-ce que Béatrice Bellé vous a rejoint? Elle est au PPM maintenant? Mais arrête, arrêtez de persifler. Mais non, Béatrice Bellé. Olivier Faure était en Martinique et Olivier Faure a demandé à rencontrer le maire de Fort-de-France. Oui. Et comme c'était la journée du 22 mai, on était sur la place du 22 mai à Trénel, il était trop tard pour que le maire de Fort-de-France amène le premier secrétaire de la Fédération socialiste de France à la mairie. C'est ainsi que la réunion s'est déroulée un petit peu plus près que la place du côté de la place du 22 mai. Mais c'est mais le PPM a l'habitude de soutenir les candidats du Parti socialiste. Ah oui, et mais César lui-même siégeait parmi les du PS pendant toute sa longue carrière. Mais par contre... il fait le moratoire quand même. Il fait le moratoire. L'invité est arrivé. Mais la dernière fois que vous avez voté pour les socialistes, c'était pour l'élection présidentielle? C'était pour... Alors, aux dernières présidentielles, en 2017, je sais que Non, c'était Hamon. C'était Hamon, mais dans mon souvenir, c'était peut-être pas Hamon qu'on avait choisi, dans mon souvenir. Oui. Ouais. D'accord, très bien. Vous avez soutenu Valls. Voilà. Valls, bon. Quelques mois après, il est parti. Il est parti en Espagne. Non, mais je peux dire la vérité. Et certains étaient lourdement sanctionnés. Merci à tous les quatre. Une fois de plus, vous avez bien éclairé les téléspectateurs de Zouk Télévision. Alors, Mano, tu te retrouves un petit peu à ma place. Est-ce que tu vois comment il y a difficulté parfois de maîtriser les choses? Parce que ils sont turbulents. Ça t'a animé. Ces deux-là. Les deux. Non, quand même. Bonne fin de soirée à vous tous, les amis. Vive Zouk TV. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellent week-end. Merci, Manu. À très bientôt. Merci à vous chez vous. Bye bye. C'est là.